Bon, ben elle n'est pas encore chaude. Ah non. Un bar de pression pour un bon café, ça, Terre de Café nous l'aurait dit. Bon, tu étais sur la présentation du tout nouveau Mondraker Crafty Carbone à Finale, grâce Exactement. à Mondraker qu'on remercie. L'occasion de faire le test complet de cette Hydra Panel. Allez. On prend un allongé, ça va être long. Ouais, mais vu qu'elle n'est pas chaude, on le boira après. Bon, on commence. Ouais, parce que je suis content de retrouver mon canapé, mon fauteuil justement. Oh, moi aussi. Je suis à ma place là. Je suis mieux là. Ah, moi aussi. J'ai thermoformé le truc là. Moi, je suis pointilleux, j'ai changé, j'ai demandé à. Il est pile poil à ma cote. 138. C'est le bassin, C'est la côte. C'est passé. Bon, on attaque par le vif du sujet, avec l'histoire de Mondraker, marque espagnole, Ah oui, mais tu vois que t'as un peu étudié quand Oui. même. à Alicante. Oh, mais oh, tu sais plein de choses. Un bon lieu de vacances. Ouais, tu vas là-bas toi en vacances? Pas encore, peut-être ouais. un jour. Moi, je veux bien aller l'hiver, mais l'été, je pense qu'il fait trop chaud pour moi, tu vois. Ouais, ils ont plus de flotte en plus. Écoute, c'est pas si vieux, hein, ça. 2000-2001, je crois, à peu près par là, Mondraker. Je pense Il y avait les 20 ans, il n'y a pas si longtemps. Je le voyais beaucoup plus vieux, moi. Non, à la base, Paco, il avait monté une boîte de distribution qui existe toujours, hein, qui existe Team Bike. Voilà, Team Bike. Je crois que c'était le distributeur Marzocchi à l'époque, je crois. Maintenant, c'est le distributeur SRAM, RockShox, Maxis en Espagne. Ok. Donc, il y a une partie distribution qui existe toujours, hein, Team Bike. Et après, tu as la partie Mondraker, la marque de vélo. Je crois que la marque, c'est comment ça s'appelle, Blue Camp, un truc comme ça. Là, Et Mondraker, c'est pas si vieux. Le directeur général, c'est un ancien bon descendeur, Miguel Pena, qui était d'ailleurs là à la présentation où on était. Et j'ai déjà vu qu'il avait toujours un bon coup de guidon. Et c'est lui qui était en charge de Mondraker. Donc début des années 2000, je sais pas si tu te souviens du premier vélo, mais leur premier vélo c'était un gros vélo, le Patrol, un fort bar bien solide, tu vois. C'était pas ce que c'est devenu en termes de design, c'était brut de décoffrage. Ça ressemblait plutôt à des vélos quand tu vas en Asie et tu fais un peu ta géo, tu vois. Et ils ont commencé à pousser dans la descente. Là, il y avait les frères Misser à l'époque qui roulaient avec ça. Et après le Patrol, il y a eu le Kaiser, je crois. Le Kaiser, ça a commencé à rouler pas mal, ça. Il commençait à être bien présent. Et de suite Gravity, tu vois. Pour une marque espagnole, normalement les Espagnols, quand tu vois Orbea, BH, Berria, très cross-country, Megamo, soit cross-country, soit trial, tu vois. Mais Gravity, DH, finalement, des marques espagnoles vraiment portées là-dessus, il n'y en avait pas beaucoup. Et très racing. Et à partir de rapidement, je ne sais plus exactement, je dois être 2005 par là, ils ont commencé à faire un gros team solide. Et pour nous, Français, ils avaient engagé un fameux Fabien Barel. Monsieur Fabien Barel. Monsieur Fabien Barel. Et donc, tu vois, au niveau pilote, ils ont engagé du lourd, mec qui était quand même double champion du monde. Au niveau développement, ils ont bossé avec César Royo. César Royo, c'est aussi un bon descendeur qui roule en Coupe du Monde, qui a monté sur la boîte de design et qui travaille avec énormément de marques de vélo aujourd'hui, notamment Orbea. Pas les citer. Mais donc César, il a commencé pas mal le vélo avec eux. Et avec Fabien du coup, parce qu'il développe au taquet aussi, Fabien. Ouais, donc et César, il y avait aussi Chris Porter. Chris Porter, c'est lui qui faisait des suspensions Mojo Fox en Angleterre et qui avait des idées bien arrêtées. Et le trio là, ils ont monté un vélo, c'était le Summum. C'est un joli nom, hein, Summum. Et avec des concepts un peu différents de ce qu'on voyait. Tu t'en souviens? C'était avant-gardiste, j'ai envie de dire. Forward géométrie. Là, c'est en avant, c'est vraiment en avant. Le concept avec la potence à 0 ou 10 mm, là, très courte. Oui, en fait, la potence posée sur le T de. En fait, ils sont inspirés de ce qui se faisait beaucoup en moto. Hein. Donc, ils ont rallongé les triangles avant. Ah oui, c'était. Potence super courte et des angles méga ouverts. Hein. Fabien, il a roulé en Coupe du Monde des trucs de dingo. On se rapproche des 60 ou 59 degrés. Je pense qu'il y a des podcasts où tu peux retrouver ces informations. Mais l'angle, truc de dingue. C'était. Hallucinant. Sorti de nulle part. Ah ouais, je me souviens des prototypes là. Ça faisait peur quoi. Et ça a performé hein, parce que le team, de suite, Fabien a quand même bien performé avec ce vélo-là, avec Damien Spagnolo, avec Flo Payette, beaucoup de franchises dans ce team. Aussi autour donc, de la forward géométrie, il y a aussi le concept zéro suspension. C'est un VPP, hein, un point de vue virtuel aussi assez particulier parce que l'amortisseur était comprimé
entre le basculeur et la biellette. Tu as beaucoup de PP, Ouais. l'amortisseur est sur le triangle avant. Là, il est vraiment comprimé entre les deux. Ça recentrait beaucoup les masses au final quand tu vois le vélo. C'est vrai que. Ah oui, très recentré. Puis il n'y avait pas que ça hein, dans l'idée, mais c'est d'avoir un vélo qui a une bonne motricité et qui pédale bien. C'est un peu ça l'idée. Donc ça, c'est les années 2000-2010, on va dire. 2010, mais pour moi, c'est au final, quand on voit les géométries actuelles, ben, c'est des vélos qui penchaient presque sur des géométries modernes d'aujourd'hui. Hein. Ah ben, on va y revenir, mais c'est vrai que plus long, plus ouvert, plus bas en termes de boîtier pédalier, c'est exactement tout, enfin, ce qu'a suivi toute l'industrie. Les bases courtes. Alors oui, et pas que, parce qu'ils n'ont pas fait que des bases très courtes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est le ouvert, long, bas, ça vient de chez eux. Et après, même eux, ils se sont un peu assagis, puisqu'on a oublié la potence ultra courte, qui n'était pas sans petit problème en termes d'ajustement, parce que pour les spacers, enfin pour les cales, pardon, c'était pas facile. Et ils sont revenus sur des potences courtes, type 30 mm, 40 mm. Mais au final, ils ont bien donné le ton au vélo qu'on utilise actuellement sur le marché. Oui, parce qu'en fait, il fallait couper ton pivot de fourche au millimètre près. Ah oui, ça venait par-dessus, donc tu pouvais plus ajuster. Ouais, donc ça, c'était un peu compliqué. Ok, Et donc. puis c'était quand même bien extrême. Moi, à l'époque, pour te dire, on est dans les années 2010. Donc ils ont dérivé ça de l'ADH. Et ils ont commencé à le poser sur des vélos, notamment le premier un peu c'était le Foxy, un vélo musculaire type All Mountain Trail. Je me souviens, j'avais essayé le premier proto, c'était OG, mais proto, hein, poncé et tout pour la presse. Ils disaient ah il y a ce concept là. Wow, moi j'avais halluciné. C'était le début du 29 pouces, tu sais. Oui. Et on était un peu tous fous avec le 29 parce que ça donnait un grip, une adhérence qu'on n'avait pas avec les 26. Et ça c'était un 26 All Mountain avec cette géométrie. Et je me souviens de l'avoir testé dans des conditions mais apocalyptiques. Et on se regardait, on se dit mais c'est dingue quoi. Ce truc forward là, c'est pas idiot en fait. Mais je me souviens, tu l'as essayé pour bike à l'époque. Je me souviens J'ai dans ton couru garage. pas mal de compétitions avec parce que j'avais adoré, j'avais utilisé ce cadre pour pas mal de courses. Et je m'étais dit putain c'est vraiment bien. Ils avaient une bonne. Finalement c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour repartir sur Mondraker. Du coup, pour résumer, en gros, c'est un distributeur qui a décidé de faire ses vélos. Oui. C'est comme ça que ça a débuté. Ouais, c'est exactement ça. Et puis ils ont commencé à performer dans le Gravity. Le summum là qu'ils ont eu avec le summum d'ailleurs, putain, bon jeu de mots. C'est le championnat du monde de la Val di Sole avec, je suis pas sûr qu'on ait revu ça depuis. Un triplé Mondraker avec Danny Hart, Greenland, Payet. Là, 1, 2, 3. Voilà, Mondraker est arrivé. 2015-2016 ça je crois. Et là ça y est, Mondraker s'est vraiment installé en termes de marque Gravity et en termes de design aussi, une patte bien particulière. Ça se voit de suite. Autre que la géométrie, les lignes avec le tube supérieur très fin, très compact au niveau de suspension, c'est qu'un Mondraker c'est une signature, tous leurs vélos sont un peu comme ça. Le summum à l'époque par contre, on retrouvait cette fameuse bosse de dromadaire de l'espace. Ah mais au début le premier Foxy, mais après ça a bien changé, tu vois, beaucoup plus... Donc voilà, il y a maintenant cette patte et un Mondraker ça se reconnaît de suite. Ah oui, dans le design c'est clair que les courbes... Et même sur les vélos de cross-country, parce que maintenant ils vont jusqu'au cross-country avec le podium. Ils ont un team de cross-country, ils roulent en Coupe du Monde de cross-country et ce vélo aussi est quand même ultra racé. Donc la marque s'est bien étoffée du Gravity au cross-country et, chose qui m'intéresse aussi, au VAE. Les premiers VAE, c'était du lourd. Il y avait des fat bikes comme des Fatty là. L'un des premiers, je crois que c'est le Crafty, un des premiers. Batterie externe, moteur Bosch déjà à l'époque. Depuis le début, ils sont Bosch. Ah ouais, ils ont été gros partenariat avec Bosch. Je pense que c'est une des premières marques espagnoles, parce que tu sais, Bosch, ils limitaient beaucoup l'accès. Je pense que c'est une des premières marques en Espagne qui a pu utiliser les moteurs Bosch. Mais pareil, dans une culture très Gravity du e-bike, très agressif. Quoi. Ils ne sont pas arrivés par segmentation cross-country ou VTC. C'est de suite gros vélo engagé pour faire du lourd. Quoi. Après, ils sont bien présents, on l'a dit, ils ont beaucoup de VAE présents dans leur gamme aujourd'hui. Ah ouais, il y en a un sacré stock. En tout cas, là, ils ont été très prolifiques là, entre l'année dernière et cette année. Oui, le NIT.
Le slide, le dune. Ouais, ben oui, si tu veux comprendre ce nouveau vélo là, ce nouveau Crafty, il faut faire un peu la genèse de tout ça. Donc les gros changements sont apparus l'année dernière avec le NIT, notamment au niveau de l'architecture de suspension. Et nouveau positionnement de l'amortisseur, on y reviendra quand on va parler de la cinématique, mais voilà. Ce NIT là, il a été un petit peu l'antichambre de pas mal de vélos qui arrivent maintenant sur le marché. Donc le NIT c'est quoi? C'est un vélo un peu à tout faire, 150 mm de débattement. Pour le coup, avec ce nouvelle cinématique, un tout petit moteur, le TQ, et une petite batterie. Oui, un vrai e-bike léger. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le premier qui est sorti de là. De là est arrivé à coucher deux autres modèles. Et le Slide, qui est un petit peu un NIT, mais en version aluminium, avec une motorisation Bosch SX. Donc si tu veux, encore un dérivé light, mais un peu moins light et un peu plus accessible parce que NIT était qu'en carbone. 29, pareil, 150. Et le Dune, qui est le gros enduro, super enduro chez eux. Donc là, montage mulet, gros débat, avec batterie intégrée et et moteur, Bosch SX. Oui, là c'est le vélo pour envoyer, et pas pour tout le monde. Mais léger quand même, tu vois, dans l'assistance et tout. Donc tu vois, ça c'est l'offre globale. Et forcément là-dedans, ben, il fallait mettre le fameux Crafty. Et il vient s'incorporer là-dedans, ce nouveau Crafty. À savoir que le Crafty, c'est quand même le best-seller de Mondraker depuis des années. Et c'était un peu le vélo, voilà, il y avait le Crafty. Donc avant de refaire ce vélo, parce qu'il a été retravaillé il n'y a pas si longtemps, ce Crafty. Et il y avait une version premium qui était sortie l'année dernière, avec l'ancienne cinématique et tout. Il y a eu en 2023-2024 cette refonte totale de la gamme, et forcément ça a impacté le Crafty qu'on a essayé. Donc ça c'est le vélo clairement à tout faire de la marque en e-bike. Alors il est classé dans la gamme Enduro chez eux. Ok, quand même. Ouais, alors à savoir que c'est un peu particulier chez Mondraker. C'est pas tout à fait pareil, enfin, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais si tu veux, il y a cross-country, trail, enduro, super enduro et gravity. La question que je me pose, c'est quelle différence entre enduro et Voilà. super enduro? Oui, bah en fait, eux, je pense qu'ils ont retiré le terme all mountain. Ouais, voilà, mais c'est jamais. Dans toutes les marques, il n'y a pas une formulation pour moi qui est assez compréhensible de monsieur tout le monde si tu n'es pas un minimum impliqué dans le vélo. Alors je pense que si tu veux, pour eux, super enduro c'est le modèle compétition pour faire de la compète enduro, et enduro bah, c'est le récréatif. Ouais. Ce qui est pas mal au final parce que je pense que pour beaucoup de gens ça parle plus le mot enduro que all mountain. Oui. Je pense que si tu tapes une recherche Google, il sort plus enduro que all mountain. Donc c'est pas idiot. Mais voilà, donc c'est un vélo, comme tu dis, à tout faire, qui va de la rando bien engagée quand même, jusqu'aux portes de l'enduro compétition. Voilà. Donc le Crafty, c'est le modèle super large de la gamme. Et donc ça va de terrain vallonné à terrain montagneux, et pour un pratiquant quand même assez large, parce qu'on verra sur la gamme, mais que ce soit en termes de prix, en termes de composants, on sent qu'il y a un large panel, quoi. C'est pas comme le NIT qui est qu'en version carbone super léger. C'est pas comme le Slide qui est qu'en version aluminium. Tu vois, là, il y a quand même une gamme qui est super large. Ah oui, il peut convenir à beaucoup d'utilisateurs. On y reviendra là-dessus. Ouais. Ok. Est-ce que juste avant d'attaquer sur le vélo, on fait pas un petit point quand même sur les locaux, parce que tu m'as fait voir ça. L'usine tu reviens de sur montage. Mondraker. Ouais, parce que c'est leur partager. Ah oui, bah, je dirais Apple. Ouais, c'est clair que ça a de la gueule. Ah ouais, franchement, ça claque grave. Hein. Moi, je veux bien aimer aller la voir, cette usine pour les 20 ans. Ah, c'est magnifique. T'as presque peur de laisser ton vélo, quoi. Hein. Bah, c'est chirurgical, tout blanc. Ouais, l'usine de prod. Alors eux, les vélos sont quand même assemblés là-bas. Donc il n'y a pas de customisation comme certains concurrents, tout ça. Là, tu n'as pas le choix des composants et tout. Mais quand même, les vélos sont assemblés chez eux. Et oui, ils ont une super usine. J'espère qu'un jour, ils nous inviteront à aller voir ça. En tout cas, on voulait vous partager, vu que c'est beau, vu qu'on aime ce qui est beau, il faut le partager. On est parti pour vraiment rentrer dans le détail de ce Crafty, qui est la énième génération. Au moins 3, 4e. Mais qui est le seul VAE de la marque avec la batterie démontable. Oh, putain, ça y est déjà, lui il casse. Ça y est, il est rentré dedans. Bam. Non, mais c'est...
Oui, Vu que ça se perd aujourd'hui, moi je trouve que c'est super. Eh ben oui, alors comment je rebondis là-dessus? Je rentre là-dedans dans les détails ou... Bon non, c'est les specs générales, du coup on a 29. Oui, donc les recettes pour un vélo... mais c'est important ce que tu dis, parce que les trois autres vélos qu'on a parlé, déjà l'assistance, la motorisation, elle est plutôt légère. La batterie est intégrée. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, quand on voit beaucoup de nouveautés qui sortent, notamment avec ce nouveau moteur Bosch CX, ben, il manquait un peu ça dans la gamme. Donc le Crafty, comme il est ultra généraliste, ben, ils ont essayé de faire que ça corresponde le plus de monde possible. Donc ils sont partis sur le constat, ok, qu'est-ce qui nous manque? Un gros moteur. Donc là, tu retrouves le nouveau moteur Bosch CX avec une grosse batterie, il y a 600 ou 800, ok. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas comparé aux autres? Eh ben, qu'on puisse la démonter. Oui, parce que moi je trouve que c'est un gros plus en fait. Au final, juste pour une ou deux choses, c'est si je pars en vacances ou si j'ai une petite maison ou un appartement, bah, que c'est facile à la démonter pour faire charger. C'est tout bête pour moi, Oui. mais c'est tellement important, sans parler du compétiteur qui veut pouvoir changer de batterie. Oui, ben alors le compétiteur, il peut changer de batterie, mais aussi le gars qui veut randonner, il peut très bien dire ben moi je prends la 600 et je veux pas la 800 ou avoir deux batteries. Franchement, c'est pas idiot. Mais ça a un gros impact. C'est une grosse évolution parce que l'ancien modèle n'était pas comme ça. Et il y a vraiment un gap, enfin un repositionnement. Et quand on a parlé avec Mondraker, ils ont été très clairs là-dessus. Et c'est chouette, ouais. Ils disent ben voilà, des vélos qui sont déjà comme ça, pour ceux qui cherchent vraiment le poids et compagnie. Mais ce vélo, comme on dit, il doit vraiment être plus généraliste. Et donc ils ont fait des choix forts pour aider le conso. Et les deux choix forts, moi, que je vois, c'est enlever la batterie et aussi le passage des gaines. C'est un détail, hein, mais je râle après ça tout le temps. Il y a toujours la possibilité, si tu veux, parce qu'ils ont mis un gros jeu de direction, de mettre à l'intérieur dans le jeu de direction. Mais il y a aussi les passages sur la douille classique. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et des fois, c'est pas les erreurs, parce que c'est pas des... Je dirais pas ça comme ça. C'est l'attente marché au final qui veut du design, du joli. Ouais. Mais quand tu bidouilles ton propre vélo ou que tu l'amènes chez ton vélociste, bah lui il se casse la tête et souvent il risque même de te prendre un peu plus cher parce qu'il va y mettre une heure de plus sur le vélo. C'est sûr. Voilà, ça c'est ce Crafty, tu as raison. Les deux gros changements, c'est ça. Parce qu'après, niveau débattement, on reste sur les mêmes bases que l'ancien. 150, 160. Et l'autre gros changement, forcément, c'est l'arrivée de l'évolution du système de suspension zéro, comme on retrouve sur le NIT et le Dune, avec cet amortisseur qui est plus mis de façon vraiment verticale, mais vraiment, il est au-dessus du moteur. Donc ça, ce sont les gros changements. Et forcément, après, aussi un petit peu la géométrie, pas énormément, mais un petit peu. On y reviendra après dans les détails. Donc voilà les recettes de ce nouveau Crafty. Tu as oublié aussi le choix full entièrement carbone ou triangle avant carbone et j'allais y venir dans les alu specs, derrière. Mais j'allais y venir dans les spécifications parce qu'on rentre plus dans les détails. Mais ce Crafty, triangle avant en carbone uniquement. Pourquoi? Parce que la batterie amovible avec un cadre alu, c'est très compliqué pour gérer ça. Où c'est très lourd. Et l'arrière, tu l'as suivant les niveaux, soit tout carbone pour les modèles ultra haut de gamme, avec le basculeur aussi en carbone, ou soit en aluminium. Nous, c'est cette version qu'on avait là. Oui, le RR, il y a la version avec triangle en alu. Il y a une version tout alu du Crafty qui reste encore au catalogue, mais c'est en fait l'ancienne version, c'est pas la nouvelle géométrie, la nouvelle cinématique. Ok. Voilà pour la recette appliquée pour ce nouveau Crafty. C'est déjà pas mal. On rentre encore plus dans le détail avec plein de choses cool. On parle de la cinématique. Bah, c'est quand même un des gros changements du Crafty. Donc il faut en parler quand même. Bon, on a commencé déjà bien à l'aborder, mais... Oui, alors ça reste un point de pivot virtuel. Il y a une biellette en bas qui fait la liaison entre le triangle avant et le triangle arrière. Et un gros basculeur qui fait la liaison entre les haubans et le tube de selle. La position de l'amortisseur, il se décale, il vient au-dessus du moteur. Mais c'est pas tout. Parce que maintenant, la grosse différence comparé à l'ancien modèle, c'est que l'amortisseur est plus plié en sandwich entre la biellette et le basculeur. Maintenant, le pied d'amortisseur, il est fixé sur le triangle arrière. Ça va amener un peu plus de rigidité peut-être, hein? Alors, non, en rigidité, non. C'est simplement que ça offre un degré de liberté supplémentaire pour les ingénieurs au niveau de la courbe d'amortissement. Si tu veux, quand tu as une petite biellette comme ça, qui fait cette taille, la fixation dessus, elle n'est pas monstrueuse, tu vois. Donc l'angle qui est amené par le basculeur, il est vite limité. Et donc en termes de progressivité, allure de courbe, ils étaient assez limités dans leur choix.
Oui, tu es limité en fait par la construction du vélo. C'est que tu peux pas avoir une billette, sinon tu vas mettre un angle et tu vas avoir une billette en bas énorme. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé la billette minimaliste et ils ont changé ce point-là. Donc ça leur offre une liberté angulaire vachement importante qui fait qu'ils ont modifié totalement la courbe de ratio de suspension. Avant, Mondraker c'était super connu pour des ratios plutôt bas, linéaire progressif toujours, voire un peu dégressif. C'était très souvent comme ça et hop, ça revenait un peu. Les Crafty, les Dunes, même l'ancien Crafty électrique, mais aussi les vélos musculaires comme ça. Si tu veux, c'est un design de suspension qui n'est pas idiot sur des vélos musculaires, parce que le ratio il est assez bas, ça fait des vélos qui sont assez dynamiques, qui pompent pas trop. Tu vois, c'est souvent du... Je me souviens, j'ai essayé le Rise, ouais, je sais pas comment on dit, le Rise. Rase. Ouais, Rise. Je crois que c'était 2,7, 2,4, tu vois, très bas. Des courses d'amortisseurs très longues, un gros amorto. Mais c'est vrai que c'était souvent quand tu essayais un Mondraker, c'était très sportif. On dit ouais, c'est des vélos raides. Oui. C'est vrai que la cinématique le rendait assez raide. Par cette courbe d'amortissement. Là, le fait de changer cette position, ils sont passés sur des amortisseurs plus courts. Et la courbe d'amortissement, c'est un copier-coller de ce qu'on a fait un peu sur l'Orbea Rise, du 3,2. 2,5, donc beaucoup plus haut en ratio, un peu ce qui se fait beaucoup habituellement ce type de vélo. Qui va donner un peu plus de confort au final. Un toucher terrain, plus de motricité, ça c'est une certitude. Après à voir parce que ça fait un vélo avec un amortisseur plus court, donc forcément plus de précontraintes dessus en termes de fluide, puisque l'amortisseur il va travailler quand même sacrément fortement, mais c'est vrai que ça apporte cette possibilité qu'il n'avait pas. Donc vraiment un gros changement de paradigme, avec on passe de amortisseur course longue ratio bas à amortisseur plus petit, course plus petite, à 55 de course sur celui-ci, et des ratios beaucoup plus linéaires, progressifs et plus hauts. Ouais, ça suit la tendance aussi de ce qui se fait à peu près chez toutes les marques au final. Pour les VAE, oui, c'est vrai, dans ces segments-là, on trouve de plus en plus ce type de ratio. Ce type de courbe avec un ratio plus haut, je trouve qu'un e-bike, c'est une solution intéressante. Voilà. Même peut-être un peu plus haut. Plus tu as c'est malheureux, mais c'est un véhicule à propulsion, un VAE, et donc plus tu as la motricité, plus tu as une suspension qui colle au parquet et plus tu es efficace en fait. Surtout pour s'amuser à monter, sauf si tu fais de la route et de la voie verte. Mais c'est pas tout. Comme tu sais, il y a plusieurs effets. Là, on vient de faire vraiment la cinématique et le courbe de ratio, mais c'est aussi le confort et la motricité liés à l'effet de chaîne. Si quand tu appuies sur les pédales, tu verrouilles ou au contraire, tu enfonces une suspension, ça a un effet non négligeable. Là, pour le coup, ils ont réduit cette tendance à tendre la suspension. Donc, si tu regardes le CIR, le point de pivot virtuel, comment il se déplace, il y a le pédalier qui est assez gros sur le nouveau Bosch. C'est en avant, au-dessus. Et petit à petit, hop, ça revient pour venir au niveau du tube de selle, au niveau un petit peu en dessous de la ligne de chaîne. Donc tu as quelque chose de moins marqué. Avant, c'était beaucoup plus haut et ça redescendait. Donc là, la suspension, c'est aux alentours de 100% d'anti-squat au sag. Donc ça veut dire que quand tu appuies, normalement, ça ne va pas enfoncer, mais ça ne déplie pas. C'est assez neutre. Okay. Voilà. Et surtout, le débattement, ça se réduit légèrement quand tu rentres dans le débattement, mais c'est beaucoup moins marqué que ce qui était par le passé. Donc ça, c'est pour moi les deux grosses évolutions de cette cinématique. C'est le confort de la courbe de ratio et l'effet de chaîne qui déplie moins la suspension qu'auparavant. Voilà. Oui, ça la laisse libre, en gros. Voilà. Au niveau effet de bras, c'est à peu près pareil. Comme je le disais, eux, ils ont toujours des effets de bras assez neutres. La position des deux bras fait que c'est toujours très proche du centre de gravité du pilote, qui donne quelque chose de très prévisible. Ça, ils ont gardé ça et je trouve ça très bien, comparé à certains systèmes VPP où il y a des gros mouvements de centre instantané de rotation qui font que tu as des gros changements d'assiette. Là, pour le coup, ça va être assez neutre. Oui, ta position, elle reste à peu près centrale tout le temps, toute situation. Oui, ça bouge, comme je disais, sur ça, quoi. Hein. Ouais. Donc, au niveau du moteur, ça... Bon, mais toi, avec ton poids, tu n'as pas une énorme influence. Ce n'est pas de l'axe du moyeu avant jusqu'au boîtier de pédalier, tu vois. Et au niveau effet de frein, c'est une patte rapportée. Donc, si tu parles en termes d'accélération, quand tu freines fort, normalement, il y a quelque chose d'assez neutre qui doit contrecarrer les effets liés aux forces de freinage. En vectoriel, par contre, au niveau de placement de l'étrier par rapport au CIR, ça a plutôt tendance à déplier. Bon.
Chez Mondraker, quand j'ai discuté avec l'ingénieur, pour eux, le vectoriel, c'est-à-dire le positionnement de l'étrier par rapport au centre instantané de rotation, c'est pas du tout un paramètre qui tient en compte. Donc cette patte qui est rapportée, elle est juste là pour aider à la construction, et si tu dois changer de 180 à 200, tu n'as pas besoin d'empiler les adaptateurs. Mais c'est pas une donnée pour eux, un critère de performance. Eux, ils regardent vraiment ce qu'on appelle anti-ride, c'est-à-dire quand tu freines, la force que ça applique et ce que ça induit sur la suspension. Et là, ils disent que c'est vrai que tu regardes la courbe, c'est à peu près pas aux alentours des 90%. Oui, ils n'ont pas forcément regardé la cinématique en fait pour leur effet de frein, si je déduis ce que tu me dis. Non, c'est-à-dire que eux, l'effet de frein, il y a le critère premier, c'est vraiment le critère de frein. Il y a deux façons. Il y a beaucoup de gens qui le prennent en considération du fait de quand tu actionnes le frein, que tu décélères, quel est l'impact du contact au sol sur la suspension. Quasiment toutes les marques prennent que ça en considération. D'autres vont plus loin et disent il y a cette force-là, mais il y a aussi le positionnement de l'étrier. On y reviendra, on fera une vidéo sur l'effet de frein. Voilà, donc ça, c'est à peu près standard. Je crois qu'on a fait le tour sur tout ce qui était cinématique. On passe à la géo qu'on a déjà commencé à aborder. Oui, alors la géo, forward géométrie, hein. C'est rigolo parce que maintenant c'est plus extrême, c'est pas vraiment extrême. C'est redevenu dans les normes. Oui, oui. Ouais, moi j'ai trouvé même, c'est plutôt sage, on va dire. Mais moi franchement j'aime bien. Je trouve que c'est assez sage et c'est bien. Quelle taille tu as essayé? Ils ont mis 5 tailles, Crafty 5 tailles. Il y a toujours S, M, L, XL. Et maintenant, au milieu, il y a ML. Il y a un ML, exactement. Donc moi, j'ai essayé le ML, c'est exactement ce qu'il me faut. Quand tu fais entre 1m75 et 1m80, tu as enfin ton vélo. Non, mais mis à part ça, c'est aussi pour essayer le concept vraiment zéro. Enfin, tu vois, leur système à eux, c'est que, comme tu sais, ils ont des petites potences. J'aurais pu rouler avec un médium, j'aurais dû mettre une potence en 50. Et donc forcément, ça change un peu leur concept. Position. Oui, donc je vais être plus placé sur l'avant et moins être centré sur le vélo. Donc le ML, j'ai pu rouler enfin avec les specs de série, c'est-à-dire une potence en 30. Et ça, c'est super. Donc en termes de reach, c'est assez long, 480. Mais en termes de tube supérieur, ça fait 620. C'est pas si monstrueux. Pourquoi? Parce qu'il y a un tube de selle qui est ultra avancé au niveau du boîtier pédalier et très droit. On est 78 en... Ah oui, effectivement. Oui. Alors en réel, on est plutôt aux alentours des 73-74, mais vu qu'il est énormément en avant, on a finalement un poste de pilotage assez compact. Je suis très droit, les gens qui me montent dessus disent ouais, mais c'est pas si grand que ça. Mais attention, on a un empattement de roues, par contre, on a un beau bébé, je crois que c'est 1280. Et pour réussir à faire ça, moi ce que j'ai aimé, c'est que comparé à avant où les Mondraker étaient énormément sur l'avant, avec un arrière court, là on est plutôt centré. Donc l'angle avant, c'est pas énorme, c'est 64,5 à 64,1. Pour être précis, parce qu'il y a un flip chip. Mais tu vois, c'est pas extrêmement ouvert. Et le triangle arrière est plutôt long, 455 sur S, M, L. Et après, même, c'est un peu plus long sur L et XL. Oui. Ils font aussi varier la géométrie du triangle arrière. Donc, un vélo, finalement, comparé à avant, moins forward que ce qu'on pourrait penser. On est plutôt centré. Il va falloir qu'ils changent le nom. C'est plus forward, c'est central. Et moi, j'ai vraiment apprécié cette géométrie. C'est assez intéressant. Donc ce que tu viens de dire, c'est important, c'est que pour profiter de ce système, il faut choisir une taille la plus adaptée par rapport à sa taille corporelle pour profiter pleinement du concept oui. Et ne pas changer presque la potence en fait. Bah alors oui, ça c'est un truc important. C'est une information, on en parlera quand on fera les géométries. Et moi, très souvent, ce que j'ai remarqué, il y a un déport au niveau de la fourche. Tu sais? Oui. Il faut très souvent avoir une potence dans la longueur du déport au maximum. C'est-à-dire que là, c'est un déport. Offset. Oui, donc déport en français. Si c'est du 44, il faut une potence au maxi à 40-45. Donc entre 30 et 45, c'est bien. Dès que tu commences à être au-dessus, si tu mets une 50, tu as un appui qui n'est pas vraiment cohérent. Donc il faut d'abord choisir la distance que tu as besoin pour ton buste. Moi, 620, potence 130, très bien. Je reviens sur un détail important que j'ai oublié dans la géométrie. Grosse différence comparée à l'ancien, parce que les côtes sont à peu près les mêmes. C'est que maintenant, la douille est beaucoup plus haute. Quand tu as un tube de selle plus droit, il faut aussi monter la douille. Parce que sinon, tu as tout le poids sur l'avant et ça ne marche pas. Donc, il faut se redresser. C'est pour ça que je dis que c'est plus central. J'avais oublié de le mentionner. Donc, quand tu choisis la taille de ton vélo, grosso modo, il faut presque partir sur une potence fixe. Allez, 10 mm, quoi, tu vois. Okay. Si tu mets, il y a 30, on pourrait aller à 40, mais pas plus. Si tu dois aller plus, change la taille de vélo. Oui, mais c'est important de... Ouais. Et autre chose, quand on parle de géométrie statique, forcément en dynamique c'est différent parce qu'il y a le sag en fait quand on monte sur notre vélo, il s'enfonce
par notre poids. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux styles de géométrie, mais ça aussi, je pense qu'on fera une vidéo dédiée. Oui. Mais on en a parlé avec le point de pivot, je pense que déjà on a commencé à parler de ça. Oui. Parce que là, par exemple, les bases, on parle de 455 de longueur de base. En statique, c'est haut. Mais quand tu vois la cinématique, tu te rends compte que ça, c'est une cinématique où ça va s'allonger un petit peu au début, puisqu'il y a un petit peu d'effet de chaîne, ça détend. Donc ça va s'allonger de quelques millimètres. Et après, hop, ça va revenir. Donc au final, il y a un allongement qui est moins important que d'autres cinématiques. Bon, on aura l'occasion de revenir. C'est pour que ça rentre, il faut rabâcher, Simon. Oui. On parle de la motorisation, même si on va pas... Alors là aussi, on pourrait refaire une vidéo de 1h30 ou 2 heures que sur le moteur, je pense. Donc on va faire les grandes lignes. Chaque semaine, en ce moment, il y a un nouveau vélo avec ce nouveau moteur. On a rencontré Bosch au Rock d'Azur et je pense qu'il y a un sujet à faire sur ce moteur et j'espère qu'ils viendront ici pour en parler. Mais rapidement, nouveau moteur Bosch, c'est quoi? Il est plus compact, donc un encombrement il est plus petit. En termes de poids, parce qu'on parle toujours de poids, 100 grammes, c'est pas... Sur un VAE... Niveau perf, quasiment les mêmes. Il y a 85 newtons de force, 600 watts en crête. Donc niveau performance, c'est à peu près pareil. Donc qu'est-ce qui change concrètement? C'est surtout au niveau de la fluidité et comment il se comporte sur le terrain. C'est vraiment là les grosses différences. Donc là, il y a une évolution niveau hardware, donc niveau matériel, où ils ont changé peut-être des engrenages, je ne sais pas trop. Oui, alors il y a un peu les deux. Hein. Il y a le soft et le hard. Au niveau soft, c'est se sent de suite. C'est beaucoup plus fluide. Ça se rapproche plus de ce qui se fait chez les concurrents de chez Shimano. Ah oui, en fluidité sans souci. C'est un peu ce qu'on retrouve sur le SX. Hein, voilà. Donc comparé à avant, mais c'est incroyable en termes de fluidité. C'est pas compliqué. Tu mets un ancien moteur Bosch CX et celui-ci, tu te laisses descendre, tu vois le gain. Alors ça se sent beaucoup quand tu pédales en dessus 25 km/h. Tu prends beaucoup moins le mur. Tu vois, on a eu des faux plats descendants pendant on roulait sur la route en faux plat descendant. J'étais à 45 à l'heure, j'accompagnais le vélo. Tu le sentais pas? Non, c'était super agréable. Donc ça, c'est vraiment le plus, fluidité. Pareil, en descente, l'ancien, franchement, je ne sais pas si tu te souviens, ça a tamponné tout le temps là. Ça faisait clac, 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 l'engrenage là. Ah oui. La roue libre. Ah maintenant, il n'y a plus de bruit. Même bruit du tout. On a roulé ensemble en musculaire. Ah, c'est fou. Oh là là. C'est mieux que le Shimano, le P8. Honnêtement, à côté, je ne l'entendais pas du tout. Ah ben, en mode écho. En écho, après forcément Mais voilà, gros gain au niveau fluidité. Et après, on va y venir au niveau pédalage, comment ça se comporte aussi. Mais pour moi, le gain, il est vraiment là. C'est plus fluide, c'est plus naturel. Tu sais, Bosch, quand ils ont présenté ce vélo, ils parlaient de aussi prendre du plaisir à monter. Et là, ça a tout son sens. Un VAE, c'est pas fait que pour t'aider au niveau musculaire, c'est-à-dire si t'as pas de jambes, ça te permet d'arriver en haut et tu descends où tu veux. Oui. C'est aussi ce type de moteur, prendre du plaisir à monter. Et moi, je l'ai vraiment compris avec ce vélo, quoi. On va y venir, mais et là, avec cette moins de bruit, plus de fluidité, meilleure facilité à passer le couple, donc tu grimpes des choses plus facilement. Tu te dis, tu prends enfin ton pied à grimper. Et dernière chose, on va parler de motorisation, mais c'est aussi une nouvelle batterie. Là, il y a un gros effort. La 800, elle est super light. La 600 aussi, mais gros effort au niveau de Bosch pour faire des batteries plus légères qui donnent un combo quand même plus performant. Et aussi important, petite Runion, la petit écran. Le Purion, c'est Purion 400. C'est une copie du Shimano. Mais c'est vachement bien enfin. Enfin, un truc sympa. T'as pas un gros truc là. Toutes les infos. Ça, c'est vraiment cool. Au niveau de l'application, maintenant, tu as les 4 modes où tu peux paramétrer. Les 4 modes maintenant, Eco, Tour Plus, IMTB et Turbo. Tu peux les paramétrer sur 4 paramètres différents et ça, c'est super intéressant. Mais enfin, là aussi, je veux dire, ils se mettent à jour pour comparer aux concurrents, quoi. Ah bah oui, parce que ça, c'était un gros, très gros plus que moi. J'adore. Ah ben là, c'est super cool. Alors, il n'y a plus le mode race. Parce que... Pas encore. Hein. Peut-être. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Ouais, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que tu n'as plus le petit coup assistance, là, tu sais. Mais en fait, en paramétrant l'IMTB ou le turbo, tu arrives à
à faire quelque chose qui ressemble. Donc il ne faut pas hésiter à rentrer dans les paramètres, toucher un petit peu. À essayer. Et c'est vraiment intéressant. Bon voilà, pour la motorisation, on s'arrête là. Et batterie, toujours un range extender, batterie additionnelle, je sais pas comment. Oui, tu peux l'appeler, 250, de tu peux aussi. Ouais, c'est vrai. Donc ça commence à faire Oh, là, de tu la commences batterie. à partir à plus de 1000 si tu veux. On va en parler, je sais pas, il faut voir le choix. Est-ce qu'il faut partir sur le 600 avec une range extender ou est-ce qu'il faut partir avec la 800? On va voir. On verra à la fin. Ouais. Les specs, rapidement, hein. De ce vélo-là, écoute, c'est assez... Bien monté. Ouais. Franchement, pour le prix, c'est pas mal. C'est simple, efficace, comme tu dirais. Donc notre modèle RR, triangle avant en carbone, triangle avant en alu, on l'a dit. Suspension, un beau petit combo Fox, 38 sur la nôtre. Tu vois, on aurait pu imaginer une 36 avec un Floatix, non. 38, facto. Donc tu as les deux compressions, les deux détentes. Un petit Floatix, je dis presque qu'on aurait pu avoir un X2. Au vu normal, le combo 38 c'est X2. Ils sont restés sur le Floatix avec un ajustement pour eux. On y reviendra sur le test, mais franchement, ils ont bien bossé. Composant transmission, pas mal. SRAM AXS GX. T-Type. T-Type, franchement pour les lecs, c'est quand même bien parce que tu peux passer les vitesses sans tout arracher, c'est quand même solide. Des manivelles race face un peu cheap, mais en 160 mm de longueur, mais ça va, enfin, franchement je vois pas trop de différence. La longueur est déjà bien, je trouve, sur un e-bike. 160, c'est le minimum. Sachant que le boîtier, on n'a pas eu dans la cinématique, dans la géométrie, mais là c'est haut 450 de hauteur. Donc ça permet de pas trop toucher les manivelles quand tu roules. Les freins, des freins qui plantent de la mort. On en reparlera. Des Maven Silver avec des disques en 200 et des plaquettes métal. Ça a son importance parce que je sais de quoi tu vas parler. Oui. Voilà, ça c'est les roues Mavic, des D-Max e-bike, cerceau méga solide avec un rayonnage un peu léger mais intéressant comme roue. Les nouveaux composants on-off, gamme C6. Il y a C9 carbone et C6 avec la nouvelle potence qui est super jolie. Et leur nouveau guidon et leur tige selle à eux. Franchement, comme ça esthétiquement c'est assez sobre, mais c'est bien fini et surtout ça fait bien le job sur le terrain. Et il y a aussi les poignées, excuse-moi, il y a aussi les grippes. Et les pneus? Les pneus, c'est distributeur Maxxis, tu retrouves des Maxxis. Moi je n'aurais peut-être pas mis ça, mais sur notre modèle c'est du Maxxis Exo Plus. J'ai pas crevé avec, mais 2.6, je suis moins fan. Et Maxterra. Franchement, j'aurais bien aimé. C'est plus la gomme en fait. La gomme et le ballon, ouais. Tu vois, sur le modèle au-dessus, avec les suspensions Öhlins, tu as un Asagai, un Exo Plus, Max Grip et un Double Down DHR en Max Grip. Franchement, j'aurais préféré, tu vois. Et il y a 5 niveaux de specs sur la gamme. Oui, tout à fait. Et ça. notre prix de ta version? 8499. Ok. Et le plus haut et le plus bas? Je ne vais pas dire de bêtises, c'est plus de 12 000. Ok. Avec une version un peu light, triangle en carbone. Là, pour le coup, specs light, petite batterie en 600. Grosso modo, c'est ça. Tu as une version super light. 13 000 en gros. 13 000 super light. 6 000, Après, tu as un modèle 9, plutôt 7, enduro, 8. on va dire. Un modèle plutôt enduro avec du Öhlins en coil, modèle tout carbone. Après, tu as un modèle tout carbone un peu avec les mêmes specs qu'on a nous. Puis après, tu as un modèle comme on a nous. À mon avis, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et après, tu en as un dessous un peu moins bien équipé. Ça permet d'attaquer à 7000. Donc 7002 et il y a la possibilité en kit cadre à 7000. Ouais, il fait mal le kit cadre. Ouais, après, les 6099,99, on arrondit. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des petits trucs croustillants sur ce vélo, à part ce flip chip, du coup? Petit flip chip, assez facile à utiliser, qui peut un peu modifier hauteur de boîtier, angle, comme d'habitude, pas beaucoup. Hein. Franchement, on parle de 5 mm sur la hauteur de boîtier, 0,4 au niveau de l'angle. Ça change par contre un peu la courbe d'amortissement. La courbe est un petit peu plus basse. Souvent, c'est plutôt l'inverse. Là, c'est un peu plus bas. Le ratio redescend à 3,1 et descend à 2,4. On redonne un poil plus de dynamisme. Exactement, plus agressif. Je pense que ceux qui cherchent un vélo un peu plus agressif, un peu moins de confort, la position low, elle est pas idiote. Il y a 2 supports de porte-bidon. Ça, c'est cool. Pour le range extender ou un bidon, ou aussi mettre des outils. Ça, c'est super cool parce qu'il y a beaucoup de vélos où il n'y en a pas du tout. Et les gaines qu'on peut passer soit en interne, soit qu'on a dit au début. C'est ça. Après, petit guide de chaîne maison, propre. Finition, elles sont franchement, c'est propre. Hein. C'est propre, hein? Il y a une chose qu'on était d'accord tous les deux. Pourquoi ils nous ont mis 2 petits trucs rouges là sur le design? Ah, ça, on y reviendra bon, si ça t'a plu ou pas plu. Ça, c'est personnel, mais... Au niveau finition, Mondraker, ils ont fait des progrès. Et d'ailleurs, le cover, la protection le cache, je sais pas comment on dit, oui, c'est
de la batterie, il est en carbone aussi. Ok. Donc c'est assez propre. Bon, après, nous, t'as le cache moteur, vu que c'était pas un de série qui n'était pas la version finale. Oui, ben, le vélo, on a été invité, première fois qu'on est invité à un press camp. Et forcément, à un press camp, comme ça se passe, ben, souvent c'est des pré-séries. Et on n'avait pas tout. Enfin, au niveau technique, oui. Mais les dernières finitions sont ben, pas il toujours... manquait une protection au niveau de la base, par exemple. De la chaîne. De la chaîne, voilà. Qui sera le même que ce que tu peux trouver sur le NIT et tout, mais sur notre modèle, il n'y était pas. Donc forcément, il était un peu plus brillant. Le sabot, ils l'avaient pas reçu, donc c'était une impression 3D. Fonctionnellement, ça ne change rien, juste qu'on a abîmé le moteur, mais voilà. Oui, mais qu'ils soient au courant aussi, comme la base et tout, c'est important que tout le monde soit... Oui, c'est ça. On passe enfin à la partie terrain. Allez, c'est parti. Où est-ce que je vais tester? Ouais, bah déjà, cette présentation, parle-nous rapidement. C'est ça, on a été invité à présentation. Donc on a commencé les tests à finaler. Donc les images de ride, c'est à finaler. Premier jour, c'était très plan-plan. Il y a eu de la casse. On a fait des tours d'hélico. Casse-pilote. Certains, on était nombreux aussi. Ils avaient invité beaucoup de monde. Et il y a certains journalistes qui se sont chauffés grave et ils ont fini au tapis. L'effet de groupe, ça. Ah ouf, ils se sont chauffés. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ces... Et le second jour, on a été plus efficace, on a mieux roulé. Mais comme tu sais, on a quand même un protocole de test chez Café Manivelle et il faut rouler un peu plus les vélos. Donc ils nous ont laissé le vélo après le lancement. Donc on a pu le rouler, malheureusement ça a été quand même serré parce qu'il fallait qu'ils récupèrent le vélo. On a quand même réussi à faire 358 km avec 13 500 de positifs négatifs. Ça a été tendu. On fera une petite excuse, on a eu un petit déboire, on en parlera à la fin, mais on a essayé de faire le maximum sur des terrains variés. Je ne cache pas que quand même, au vu de la météo, on a quand même souvent roulé dans le gras. Enfin, je pense que c'est les conditions les plus difficiles que j'ai eues pour un vélo. Et on va y venir et ça s'est quand même bien passé. Et après, du coup, tout type de terrain t'as fait, toi. T'as fait du sec, du mouillé, beaucoup de mouillé. du déni. Beaucoup de mouillé. Non, pas à finaler. À finaler, si, il avait plu la veille, donc c'était mouillé le premier jour. Et le second jour, ça avait séché, mais non, franchement, j'ai quasiment roulé que dans de l'humide. Rassurez-vous, les nordistes, il pleut aussi dans le sud. Attends, il est tombé 800 mm à côté de la maison par une journée, plus que dans le nord. D'ailleurs, donc, on a pris grave la pluie. Une pensée à toutes les personnes qui habitent dans ces régions où ça a bien ramassé. Ouais. On parle à monter direct. Première sensation. Avant ça, pardon, est-ce que tu as fait des réglages particuliers? Est-ce que tu es parti full Alors, stock? on est parti full stock, c'était une présentation avec les ajustements recommandés par la marque. Rapidement, et pas que moi, on s'est retrouvé qu'il y a eu des choses à faire. Grosso modo, assiette un peu sur l'arrière. On ne prenait pas le dépannement devant et l'arrière, on était comme ça. Grosso modo, élastique à fond derrière et il restait ça devant. Du coup, vous avez enlevé des tokens? Oui, il y avait 4 tokens. Donc, on en a enlevé 2. Et ils avaient annoncé, pour info, pour mon poids, c'était 170 PSI dans la moto et j'ai plutôt roulé à 210-220 PSI. Je pense qu'il y avait un petit truc dans le potage au niveau. Peut-être d'ailleurs qu'il sera peut-être ajusté d'ici la sortie du vélo. Oui, 0 token dans l'amortisseur derrière. Et voilà, un peu plus haut, ce qui permet de rouler à 15 mm de sag, un peu plus que, entre 30%, c'est vraiment trop mou. Donc plutôt 27. un peu plus haut, 25 même. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les premiers ajustements qu'on a fait rapidement. Après, première sensation, de suite, tu sens qu'il y a du potentiel, mais on a été très limité par les pneumatiques. Forcément. Avec cette gomme Terra, quand il pleut, c'était un peu oil on ice. Donc rapidement, on a changé les pneumatiques. Ah non, mais tu aurais dû voir ça, c'est parti dans tous les sens. Après, les pneus, moi, comme je dis chaque fois, ça s'adapte toujours en fonction du terrain et tout. Donc pour moi, c'est pas le critère, les pneus. Oui, voilà. Non, mais de suite, on a senti le potentiel, mais limité. Oui. Dès que tu perds la traction et tout par les pneumatiques. Donc, rapidement, j'ai changé les pneumatiques. Et le dernier changement que j'ai fait, pour être honnête avec toi, c'est le guidon. Parce que ils ont 2 Rise en fait. Okay. SML et ML, un Rise en 25 et LXL, un Rise en 38. Du coup, je suis sûr que tu as tapé t'as piqué le guidon du L là. Il devait être content là-bas. Il est dépouillé un vélo en XL. Le gars, le chef produit, il est venu le soir et il m'a dit
Et je sais lequel c'est ton vélo. C'est celui-là qui a les leviers à plat avec un grand guidon et tu as mis la manette de tige de selle bizarrement. En fait, j'arrivais pas. La manette de tige de selle One, elle me touchait le pouce, impossible. Donc il fallait mettre le système qui décale, mais il n'avait pas. Donc on a cliqué sur un autre vélo, un autre collier. Donc on a mis le collier. Et voilà. On a bidouillé. Quand je suis rentré à la maison, on a fait un truc plus propre. Mais setup après comme ça, de suite au niveau des sensations, comme tu dis, en montée, position, j'étais aux anges. Franchement, j'ai une position nickel. Super relevé. Parfait pour aller chercher le pain. Merci le ML. ML. Franchement, pour aller chercher le pain, nickel. Les gens, ils ont même l'impression que le vélo n'est pas si grand que ça. Là, mais je me suis senti bien entre le moteur, la position, de suite au pédalage. J'ai senti que j'étais vraiment bien posé dessus. Et on sent aussi de suite ce gain en motricité. L'arrière qui est quand même assez long. Position très droite. Moins de tension de chaîne. Le vélo, tu sens qu'il a un potentiel en montée. Ça se sent. C'est radical. Et en plus, comme certains potes me le disent, là maintenant, le mode éco par exemple, quand tu le mets, tu n'as pas l'impression que tu recules, quoi, tu vois. Donc à la pédale, c'est beaucoup mieux. Et tu vois, le discours que Bosch veut prôner, où le e-bike, c'est pas que monter facilement pour descendre, c'est aussi s'amuser à la montée. Avec ce vélo, c'est vraiment le cas. Il est ultra facile à la montée. De suite, tu as envie de bifurquer de ces fameux remontées basiques sur un grand chemin pour trouver un sentier. Tant qu'il y a un sentier, là, tu t'amuses, quoi. Et là, ils ont vraiment fait il y a vraiment une grosse différence comparé aux autres vélos de la gamme Mondraker. Cette position très droite sur l'avant, ça permet de rapidement trouver la bonne position pour grimper à des endroits. C'est assez démoniaque. Hein. Ouais, le mode cool, on le garde pour le musculaire et notre vision du VE. Dites-nous votre vision du VE d'ailleurs, ça nous intéresse. Parce que nous, c'est challenger presque plus à monter qu'en descente au final. Alors moi, ce que j'aime avec ce vélo, avec cette géométrie et ce moteur, on aime bien challenger à monter. C'est vrai que l'ancien moteur en mode race, tu y allais, si tu avais la technique un peu bourrin, tu montais les endroits de fou. Là, ce que j'aime avec ce vélo et ce moteur, c'est que tu peux monter aussi de façon très intuitive des trucs assez techniques, mais de façon intuitive. Tu vois, avec le Tour Plus par exemple, sans forcément aller vite et essayer d'en cadence. Peut-être qu'on fera des tutos pilotage là-dessus. Mais vu que la position est bonne, la motricité est vraiment améliorée, tu arrives à monter un petit peu comme avec un vélo musculaire, des choses super intéressantes. Plus placer le couple en fait que la puissance. C'est facile à mettre du couple maintenant, c'est clair. Et après, quand tu as compris ça et que tu as envie d'aller plus loin, même si il n'y avait pas le mode race, franchement, j'ai monté des trucs improbables. Vraiment, déjà, je te pousse. On a fait des remontées un peu flow, spécial VAE à finaler. Tu te mets, mais la rate au courbouillon, au final, c'est super sportif parce que tu veux en mettre, c'est tellement grisant. Et la pompe, elle marche. Et c'est grisant, t'as envie, c'est super fun. T'arrives en haut, tu dis, wow, c'est trop bien. Et à la maison aussi, sur des tests, là, je me suis mis une session hard enduro avec le vélo, là, du côté de Millau. Et c'est incroyable. Même au début, tu sais ce que c'est le souci? C'est le psychologique. Le psycho, parce que tu regardes, tu dis, jamais mais là, ça monte pas, là. Et en fait, tu y vas. J'ai besoin de faire de hard enduro, tu sais, où tu places le vélo, tac, pivot sur la roue avant, tu prends l'épingle et dans des blocs, des cailloux, laisse tomber. C'est un des meilleurs vélos que j'ai essayé pour grimper. Une fois que tu as changé les pneus, il faut vraiment changer les pneus. Adapter les pneus. Adapter les pneus, voilà. Tu mets des Schrader là, des nouveaux Schrader là, de chez Schwalbe, à mon avis. Tu montes aux arbres avec. Donc voilà, franchement, pour le coup, on ne peut pas dire, ils ont vraiment amélioré la motricité grâce à la cinématique, à la géométrie et au moteur. Ça, mission réussie. Donc, la montée, elle est validée. Validé, ouais. Pour la descente, j'ai envie de lui demander les premières sensations. Bon, pas du connecté de finale, mais fais voir ton coude. Allez. C'est beau ça, hein? Je suis parti rouler avec toi. Bon, moi, j'étais à muscu. Il a fait 10 mètres. On était stressés. Il a fait 10 mètres et il était déjà étalé sur le sol. Allez, Maven freine. Et personne n'a la vidéo. Toi, quand tu te mets une boîte, on l'a en vidéo. Ah, mais en plus, moi, je l'ai dans la tête, cette vidéo. Il a essayé de faire un stoppie, sauf que ça a été long. Hein. Ça a au moins duré 2 secondes. Le airtime, je l'ai vu passer, comme il disait. Ah, mais j'ai eu un moment de doute. Ça va passer. Et ben non. Je crois que moi, ça m'a ouvert un truc là. On va faire un sujet sur les freins, de choisir la plaquette. Tu vois, parce qu'un frein, c'est compliqué. C'est la plaquette, c'est le disque, c'est l'étrier
Et il faut choisir le bon combo. Et non, mais là, on était stressés, on revenait du rock. Franchement, Fatigué surtout. On était fatigués. On n'aurait pas dû la faire, cette sortie. Elle nous a amené que des emmerdes au final. Des emmerdes avec Mondraker, des emmerdes, je me suis éclaté. On peut s'excuser d'ailleurs. Hein. Ouais, on peut s'excuser, désolé. Ouais, c'est vrai. On était pris par le temps, la météo, et on n'aurait pas dû aller faire ce enduro. Ce qui est fait est fait, malheureusement. Voilà, on s'en excuse, on en tirera les conséquences. Bon, voilà. Non, mais après, on a bien fait de rouler parce que c'était un bon test, encore une fois. Et c'était un bon test parce que toi, tu l'as fait, ce enduro. Ah Tous ouais. les gens que j'ai croisés m'ont dit « Oh, c'est chaud, ça glisse. » Moi, j'ai pas trouvé que ça glissait. Comparé à chez moi, Non, quand mais c'est tu m'as dit mouillé. que ça tapait. Moi, Ah, ça tape de fou. Après, Mais non, ça tape. j'étais avec mon Norco en 130 mais qui moi, me dit bon, ça va. C'est là où j'ai vu que ce vélo, quand même, il y avait un truc même en descente. C'est que. Mais j'ai vu ça partout où j'ai roulé. C'est confort. Silencieux. Tu vois, il est assez silencieux entre le moteur qui fait plus clac-clac. Mais le grip, le confort, c'est marquant, quoi. Tu vois. C'est super confortable. Donc tu vas doucement, tous ces cailloux là, c'était plat, ça roule, pop, 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 là, c'est très confortable. Donc pilotage à basse vitesse, déplacement presque, ça se oui, fait facilement. ils ont gagné entre la 38, le Flotix avec ses cinématiques, vraiment en confort, ils ont vraiment gagné. Et est-ce que ça enlève pas du dynamisme du coup? Alors il faut bien régler le vélo au niveau du sag. Là, il ne faut pas se tromper. Là aussi, il y aura un sujet suspension. Je crois que j'ai trouvé le partenaire pour faire ça en plus. Non mais le truc, l'erreur de base, c'est de réduire la pression pour avoir plus de confort. Et le problème, Et c'est mettre que des anti-volumes parce qu'après tu vas au fond. Parce que alors là, avec un vélo, on n'a pas parlé du poids, mais qui est assez lourd, t'es planté. 23,9 non? Ouais, de série 23,9. Que je trouve pas assez trop lourd. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est l'inverse, c'est retirer les anti-volumes, mettre de l'air pour avoir du support. Le ratio de suspension, comme on l'a dit, il est plus haut au début. Donc si tu travailles dans la plage où il est à 3,2 jusqu'à 2,8, 2,9, forcément, c'est plus confortable. Ouais. Si dès que tu montes dessus, tu es déjà bas, tu es que dans le dur. Donc ça, il faut enlever ça. C'est compliqué mentalement de se dire, mettre plus d'air va rendre le vélo plus confortable. Mais c'est la réalité. Alors peut-être sur le parking, il est moins touchy, là, il est moins souple, mais dans la réalité, dès que tu montes dessus, et là, une fois bien réglé, au niveau dynamisme, moi je trouve que c'est pas mal. Alors oui, c'est un gros bébé, c'est pas un vélo à 18 kg, c'est pas un e-bike, mais dans ce segment de vélo, ça se rapproche du poids du GLP3, hein. Mais moi je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique. Alors pourquoi? Ça s'explique très facilement, je pense. C'est ce CIR. Comme on disait, la suspension elle bouge au niveau du centre de gravité sous tes jambes. Ouais. Et ça aide énormément. Tu n'as jamais cette sensation que le vélo il s'ouvre en deux. Donc c'est quand même assez prévisible. C'est facile de faire des bunnies. Alors oui, il faut prendre un peu de vitesse, mais dès que tu te sers du terrain, tu fais des bunny up. Moi j'ai été impressionné pour un vélo de ce gabarit, de la facilité que j'avais à le faire bouger. Et les gars, des potes qui m'ont suivi, me disent putain mais on te voit mettre des angles et tout. Voilà. Aussi la géométrie est bien placée. Le fait d'avoir ce cockpit assez court, haut, un empattement qui est assez important, tu es facile, tu as de la place pour manœuvrer dessus, mais sans être non plus une encaistre. Moi, j'ai trouvé assez intéressant. Et la position sur le vélo, forcément centrale, qui aide de tout ça. Voilà. Donc, le débutant, il va être super sécurité dessus, il va être là, il va être bien, je suis posé, voilà. Et le mec qui a un bon coup de guidon, il va commencer à en mettre. Et alors, par contre, tu peux en mettre de façon, mais sévère. Donc, c'est un vélo qu'on pourrait peut-être voir en compète ou peut-être pas international, mais pour du national, choses comme ça. Oui, alors après, les limites en descente que moi j'ai pu trouver quand même, c'est au niveau de l'amorto. Sur les longues descentes, ça chauffe. J'aimerais bien essayer avec un amortisseur coil à ressort pour voir. C'est vrai que ce petit Flotix, sur des longues descentes où ça tape beaucoup, là à Mio, j'ai eu des trucs où ça s'enchaînait, ça tapait. Tu sens que derrière, ça commence à durcir un peu comparé à l'avant. Mais en descente, franchement, moi j'étais impressionné. Et le grip, le triangle arrière, moi j'ai beaucoup aimé le triangle arrière en alu. Bon, les roues aussi Mavic sont très souples, hein, voire même un peu trop souples en latéral. Mais ça aide. Tu as du grip, une fois que tu as encore une fois les bombes pneumatiques. Là, encore il faut se poser la question du choix. On va y venir après. Du tout carbone ou pas. Moi, j'ai été emballé par ce combo triangle arrière en alu et triangle avant en carbone, sachant que aussi, les triangles avant en carbone avec des batteries amovibles, ils sont souvent beaucoup moins rigides. Alors, ils sont volumineux, ils sont gros, mais tu as un énorme trou. Donc, en termes de rigidité, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'était pas trop rigide en fait. J'avais du grip. Ouais, c'est plus tolérant en plus. Donc, à descente aussi, validé. Du coup, tu peux mettre un coil
Je rebondis sur ce que tu disais Oui, tout à l'heure. il y a une Specs avec un coil de série. Mais oui, totalement, avec la progressivité qu'il y a, tu peux. Il faut falloir bien tarer parce qu'il faut avoir un gros ressort. Encore une fois, limite de ces types de cinématiques, c'est que tu vois, moi j'ai déjà mis 220. Donc le gars qui va faire 90 ou 100 kilos, il va mettre Mais il risque d'être beaucoup d'air. dans la limite haute de l'amorto en fait. Ouais, ça c'est une certitude. Ok. Est-ce que tu l'as trouvé plus amusant, plus performant? Mais moi j'ai trouvé que c'était un bon compromis. Parce qu'en fait, comme il est sécurisant et assez stable, tu peux y rentrer dedans et donc tu peux jouer avec le terrain. Alors, certains peut-être qui, entre deux, qui n'oseront pas vraiment se lâcher, vont être un peu bridés. Mais en fait, quand tu as compris que tu peux vraiment y rentrer dedans, il est super amusant quand même. Ouais, t'es pas limité par le vélo et je l'ai vu sur les PR et les com. Ah ouais, bah oui, il va chercher des coms ce vélo. Mais alors ce qui est fou, ce qui est bluffant, c'est que tu roules easy, tu es dessus, tu te sens en sécurité et au final tu vas faire péter des coms. Même à Albi, je suis allé plus vite qu'à certains endroits avec mon muscu avec, tu vois. Ah oui. Ouais, incroyable. Hein. Ah, après, parce qu'il est fluide en fait. Ouais, t'es plaqué. Moi j'étais bien posé dessus et ouais, ça mixe bien. Tu vois, je me sentais pas à l'attaque. C'est pas un vélo où j'avais l'impression d'attaquer comme un dingue et en fait au final il va vite quoi. Oui, tu le sens pas en fait. T'es sécurisant. Ouais. Après, l'e-bike pour ça, je trouve que c'est top parce que ça t'amène une sensation de sécurité par le poids, le fait de moins sentir ses cailloux. Alors la seule limite que je mettrais à ça, c'est si t'aimes rouler à vue sur des terrains des fois un peu fuyants ou un peu voilà, pas facile à lire on va dire. Ouais, sketchy. Ou... Il faut garder un petit peu quoi. Il faut en garder un petit peu parce que c'est vrai que quand ça part par contre, les 24 kilos, t'es mort. Tu te fais prendre par la vitesse en fait. Alors heureusement sur ce vélo, il y a des freins de folie. Franchement, ils m'ont fait mal sur le parking. Mais je pense que c'est aussi une bonne réussite. Moi, maintenant, s'il n'y a pas de ces nouvelles générations de freins, au début, les gens disent ouais, le Maven, à quoi ça sert? Ouais, mais sur un e-bike comme ça. Alors, Magura a sorti un gros. Shimano, on a vu des protos. Mais ces gros freins, ça te récupère. Tu peux freiner tard. Voilà, ça adapte à cette pratique. Là, ça a tout son sens. Sur un vélo comme ça, si tu n'as pas des freins pareils, tu pourrais pas autant m'amuser avec le vélo à vue dans des trucs raides s'il n'y avait pas ces freins. Je suis allé faire la poncho là, en terrain humide à Millau. Tu vois comme c'est raide. Avec le VAE, je me dis, waouh, c'était carrelage partout. Et ben, ça prend. Tu lâches, tu touches pas les freins, hop, avec des freins moins puissants. J'aurais été obligé de freiner plus tôt parce que sinon je me serais jamais arrêté. Forcément, j'aurais bridé la motricité, je serais parti à la faute. C'est comme en voiture, quand tu sais que ceux qui upgradent les voitures, la première chose qu'ils vont regarder avant de mettre, voir la puissance du moteur, c'est le frein. Oui. C'est la même chose sur notre sport. Ah oui. Ok, intéressant. Et est-ce que du coup la marque, elle était cohérente sur le terrain par rapport à ses envies, ses attentes? Pour moi, il coche toutes les cases, à part les pneumatiques, qui sont des pneumatiques pour aller... c'est un peu les pneumatiques pour le débutant. Si, pour le débutant, c'est bien. Un débutant qui roule sur le terrain sec, il va avoir du confort, du ballon. Mais c'est vrai que comparé aux capacités du vélo, c'est un peu limité. Par contre, franchement, c'est quasiment un sans faute au niveau rapport équipement pratique. Là, pas trop d'erreur à... Si, une. On en a discuté tous les deux. Le côté look, un peu vintage sur la grosseur du logo. Mais ça, c'est subjectif aussi. Ouais, non, mais c'est vrai, au niveau look, c'est pas mon favori. Aussi la batterie externe, et malheureusement, ça fait un truc aussi... Ouais, mais ça me dérange pas, tu vois. C'est massif quand même. Moi, c'est vraiment le côté design. Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens que ça va choquer. Parce qu'on s'est habitué à tous ces vélos avec les batteries intégrées et tout, et ça peut choquer. Mais sinon, si on parle terrain, ride expérience, bravo. Rapport qualité-prix aussi, franchement. J'ai pas eu de soucis. Le seul truc que j'ai eu fait, c'est que j'ai mis vraiment de tarot et après les premières sorties, j'ai dû un peu tout resserrer, mais c'est un vélo de pré-série. Et une fois que j'ai tout bien serré, j'ai pas été embêté après. Après, moi, je conseille toujours un vélo neuf de tous les cas. Au bout de 2-3 sorties, il faut toujours contrôler ses réglages, toujours. Oui, mais il y a des vélos, par exemple, on a eu des vélos récemment où il n'y avait rien à faire. Là, c'est vrai que j'ai dû contrôler, mais bon, après, je l'ai fait flexer dans tous les sens aussi. Ouais, puis pré-série aussi, tu viens de le dire, donc voilà. C'est important à souligner. Ok. J'en reviens à... c'est bon, t'as fait le tour? Je crois. Hein? Ouais. Est-ce que t'achètes du coup? Au niveau look, franchement, il m'a pas transcendé, c'est clair. Mais après, vu que quand tu es sur le vélo, tu vois pas. Mais j'étais tellement bien, je crois que... Et le rapport qualité-prix, il est quand même sacrément bien. Pour une fois, j'ai été emballé par ce vélo. Je crois que je l'achète, ouais. Après, quand même, en vrai, je trouve qu'il a plus de gueule qu'en photo, tu vois. Ouais. Non, mais moi, je me suis régalé, ouais. Je me suis régalé. Ça fait vraiment longtemps que je ne m'étais pas autant amusé en e-bike. Donc, si tu achètes, tu conseilles aussi?
Je conseille et pour un large panel d'utilisateurs. Alors, on n'est pas sur le e-bike Lite. J'ai essayé de. Franchement, c'est pas un vélo où tu essaies de battre le nombre de kilomètres. Ça reste pour faire du dénive en fait. Oui, c'est ça. J'ai quand même réussi à faire 3000 avec la batterie à 800, mais sur moins de 70 km. Ça, c'est quand même une spécificité du vélo. Tu te rends compte que monter en éco 100 mètres de watts, c'est quand même énergivore. Il vaut mieux monter par des petits sentiers. Voilà, cherchez pas. Si votre truc, il y a d'autres vélos pour ce segment-là, où le but, c'est de faire des kilomètres en utilisant le moins de batterie possible. Là, c'est un vélo pour s'amuser à la montée, à la descente. C'est vraiment son utilité. Ludique. Ludique. Et franchement, ça donne envie d'en avoir un dans son garage. Bah, depuis le début que tu m'en parles, ça a l'air, ouais. En retournant de Finale. Si tu veux rouler plein capot, tu le mets turbo, tu vas faire 30 bornes et 1005 de dénive full. Tu veux rouler un peu, tu peux quand même faire 40, 50 km sans trop réfléchir. En utilisant Tour Plus, IMTB, tu vas pas trop réfléchir. Et si tu vas aller plus loin, tu peux quand même faire des belles sorties. Quand tu as fait 3000, je suis rentré fatigué, quoi. Ah, tu m'étonnes. Et voilà. Après, se pose la question du choix de la batterie. Moi, je l'ai eu en 800. Cette batterie 800, elle est quand même assez légère. Elle fait moins de 4 kg. Moi, j'ai bien aimé. Ça ne m'a pas tant pénalisé que ça. Après, certains, tu peux te dire, bah, allez, hein, je pars sur la 600. Si je fais une grosse sortie, je mets le Range Extender. Ça peut se réfléchir pour encore gagner un peu dans la pente, notamment. Être moins embêté par rapport au poids. Si tu fais vraiment des trucs très raides, je pense que ça peut. Après, pour les terrains que j'ai roulés, moi, j'ai pas été embêté avec cette 800. Et finalement, elle m'a bien servi. Voilà. Oui, donc au final, c'est plus le nombre de dénivelés et de kilomètres que vous faites régulièrement par sortie où le choix va s'opérer en fait. Plus que la contrainte du poids ou autre. Le poids, je veux dire quelque chose aussi, c'est qu'il n'est pas méga léger. C'est clair. Il y a des vélos concurrents qui sont un peu plus light que ça. Et les gars tapent dessus, ouais, super léger et tout. Il faut regarder le combo. Arrêtez de me parler de poids. Un mini-bike. Ok, il fait 24 kg. Si tu fais 100 kg, le combo, il fait 124 kg. Qu'il fasse 124 kg ou qu'il en fasse 120, ça ne va rien changer, les gars. Il faut arrêter. Oui. Le gros souci, c'est les 100 kg en fait. C'est pas les 20 ou 24. Hein. Non, mais tu vois. Non, mais c'est clair. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça parce que il vaut mieux un vélo bien équilibré qui fonctionne bien, où tu t'amuses avec. Comme vélo de 1 kg plus lourd, voilà. Ou sinon, il faut vraiment aller dans le light, mais il faut être en dessous, il faut être dans les 18 kg. Parce que sinon, tu. Et avoir la condition physique. Et puis, il faut pédaler. Hein. C'est clair, le choix de la batterie, on en revient. Hein. Si tu mets l'éco et que tu recules et que tu roules qu'un tour plus et un MTB, c'est sûr qu'il va falloir des watts. Hein. Il n'y a pas de secret en VAE. Oui, sinon, il faut passer la moto, quoi. Aussi. Et du coup, tu l'achètes le modèle qu'on a eu, ça te va? Franchement. Ouais. Si, ils mettent l'option avec le guidon Rise plus haut, là, sur le ML, mettez un Rise en 38, mon tracker, s'il vous plaît. Ça se change, ça. Et du coup, tu l'achètes où, ce vélo? Eh là, eux, c'est via les magasins. Voilà. Voilà. Allez voir vos revendeurs. Mon tracker. On en connaît autour de la maison. Bien chaude maintenant. On peut se faire tourner notre café. Toujours pas, tu vois, je mets la main dessus, c'est qu'elle n'est pas assez chaude. On a été vite en fait pour une fois. Oui, 3 fois rien. C'est passé comme de l'eau une lettre à la poste. Ah, explication de cette expression. Bon, une lettre à la poste, ça va, c'est parce que ils sont assez intelligents pour avoir fait des boîtes aux lettres assez grandes pour glisser une enveloppe. Ouais. Je pense que ça mène de ça. Oui, il y en a un qui nous l'expliquera. Bon, ben merci pour ce e-test. Merci à Mondraker. Petite excuse au passage également pour les petits désagréments occasionnés. Ouais, c'est pas ce qu'il faut. C'était joliment dit quand même. Très joliment. Je sais pas si on retestera un jour à Mondraker, mais bon. Je l'espère, c'était un bon vélo. Ben pour ça, je pense qu'il faut qu'ils nous aident dans les commentaires, dans les partages de cette vidéo, plus que les autres, et de nous soutenir comme ça, nous soutenir nos bêtises. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On ne fait pas de bêtises. Le timing était serré. Le timing était serré.